Qu'est-ce qu'elle a, ta girl? Ma girl, c'est ma meilleure amie parce qu'elle est bling bling. Ma girl, c'est ma fille. Elle est super débrouille. Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, nous avons juste piraté votre téléviseur. Particulièrement dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Ça veut dire que les cyber-djihadistes, comme on les appelle maintenant, sont de très grands professionnels. Ils sont avant tous les cas s'associer les services de très grands professionnels comme les cybercriminels. Tous les services de Google que nous utilisons même sans le savoir, comme YouTube par exemple, il y a une collecte d'informations à notre insu. Il continue à coder. Dans quel but ? Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, on peut dire que la cybercriminalité est un fléau de société. Et j'ai le plaisir d'accueillir Solange Gernauty. Solange, promis juré, si vous repérez des bugs techniques durant l'émission, c'est pas de notre faute, on se sera fait hacker. Nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau. D'autant que les femmes qui savent toucher un clavier autrement que pour chatter avec des copines ne sont pas légion. Et la Légion, ça vous connaît, surtout celle d'honneur que vous avez reçue en 2013. Et vous avez le droit de frimer, oui madame, parce que vous avez mené votre carrière dans le virtuel comme une geek de compétition, mais sans passer par la case « je joue à Super Mario Bros pendant 20 ans comme une feignasse d'ado attardé ». La classe. En 1987, vous avez été la première femme à avoir eu le droit de glisser votre tailleur entre les cravates rigides et ternes des professeurs HEC à l'Uni de Lausanne. Même si c'était peut-être pas la meilleure façon de draguer vos collègues machos à la pause café, beaucoup vous en remercient aujourd'hui. Ensuite, vous avez montré votre frimousse dans le classement des 100 femmes les plus puissantes du pays. Google, Amazon, Napster, Facebook, État islamique, Anonymous, rien ne vous échappe et vous savez faire le ménage comme une bonne concierge de notre intégrité sociale numérique. Bref, à la télévision, on vous voit autant que Kim Kardashian ou Nabila. Mais vous avez, vous, au moins, l'élégance de ne jamais oublier votre matière grise en coulisses dans un sac rose bonbon. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, les petites remarques par rapport à l'usage du clavier que les femmes en font. J'étais sûr que tu allais faire J'ai une retenu ça. Et vous, Solange? Écoutez, c'est une réalité aussi, on chatte beaucoup, mais c'est pas réservé qu'aux filles, le clavier. Alors évidemment, vous êtes une spécialiste, je l'ai dit, en tout cas de Facebook aussi. Du coup, je suis allé un petit peu me renseigner sur les réseaux. Et on va d'abord aller voir un petit peu sur Facebook ce que vous faites. Ok. Difficile, on va essayer Twitter. Bon, moi j'ai essayé tout autre chose. Je me suis dit, vous n'êtes pas sur les réseaux généralistes, on va essayer tout autre chose. Vous n'êtes pas non plus sur YouPorn. En fait, vous êtes nulle part. C'est fait exprès, vous êtes obligé de le faire vu votre profession? Je suis ici, présent maintenant. Oui, je fais, effectivement, c'est un choix délibéré d'être le moins possible visible sur les réseaux sociaux, de laisser le moins de traces possible dans le numérique. Mais vous êtes obligé d'y être quand même pour voir ce qui s'y passe. Est-ce Oui. que vous avez un compte protégé, privé, avec un nom de code un peu effectivement, bizarre? j'ai une présence réelle sur les réseaux en tant que sujet d'étude et d'expérience. On fait comment pour étudier tout ça sans y être vraiment? C'est pas ce qu'on dit, normalement, on doit être au cœur de ce qui se passe pour pouvoir en retirer... Oui, tout à fait. Mais alors, il y a des présences numériques qui sont réelles et qui sont aussi des faux profils. Mais c'est peut-être d'avoir un aperçu plus élévé de tout le système. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'aborder la problématique. On peut l'observer en tant que chercheur avec le microscope et puis l'analyser comme un outil de recherche et puis faire partie du système pour l'analyser de l'intérieur. Et là, on a plusieurs techniques pour faire partie du système sans y apparaître. Ce qui est quand même assez fou, c'est que vous n'avez même pas besoin de raconter à tout le monde ce que vous faites le dimanche après-midi quand il fait beau, quoi. Ça vous manque pas, ça? Non. Je préfère faire les choses avec les gens, effectivement. Alors, si vous le voulez bien, on va passer au cœur du blabla.
Alors Solange, la semaine prochaine, il y a une actualité, c'est la remise du prix Erna Hamburger et vous êtes la présidente de la fondation Erna Hamburger. Alors dites-nous qui est cette personne, cette femme? Alors Erna Hamburger était une femme remarquable. Elle a été la première femme professeure de l'Université de Lausanne et de l'École Polytechnique puisqu'elle enseignait en physique. C'est une physicienne de renom et qui a fait de sa vie son métier, ou de son métier sa vie. Et elle a légué à son décès toute sa fortune pour une fondation que j'ai l'honneur de présider actuellement, qui est une succession aussi de... On vient de fêter les 25 ans de la fondation et l'objet de la fondation est d'aider les femmes à faire des études dans le canton de Vaud. Donc le prix qui est remis la semaine prochaine, mercredi prochain, par les PFL, la fondation Wish. Absolument, c'est en souvenir et en mémoire de cette figure emblématique de la science et de la technologie pour promouvoir... Là, on voit la lauréate, voilà, au sein qu'on aura le plaisir d'accueillir la semaine prochaine également sur le plateau. Non, félicitations. Alors, est-ce que de tels prix sont vraiment nécessaires, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas finalement nous mettre en catégorie homme-femme et puis primer Bon, moi, le prix hamburger, je trouve que c'est bien que ce soit une femme, c'est assez rare, hein, genre de nom comme ça pour des prix. Ça, c'est mon avis. Hein. Il ne faut pas confondre effectivement la nourriture avec la personne. Non, mais ceci dit, je crois que c'est bien de pouvoir marquer des parcours exemplaires et de les récompenser. D'abord, c'est un signal fort pour ces femmes et un encouragement qui est vraiment très agréable aussi à recevoir. Et ça promeut l'idée que les femmes aussi peuvent avoir une carrière scientifique en restant femmes. Mais le jour en fait où il n'y aura plus ce genre de prix séparés, c'est qu'on aura atteint vraiment une... Oui, je crois. Puis c'est comme quand on fêtera plus le 8 mars, c'est qu'on aura atteint un certain niveau de parité, d'égalité, et on n'aura plus besoin de combattre des idées reçues, comme quoi les femmes dans la science, ça ne peut pas le faire, quoi. On en est loin, à votre avis? Il me semble, oui, on reste quand même dans des taux de pénétration des carrières féminines dans les domaines très scientifiques ou pointus bien plus bas quand même. Alors vous, dans tous les domaines de la société. Vous avez été également primée. Et c'est un prix très prestigieux puisque vous avez été faite chevalier de la Légion d'honneur. Alors rappelez-nous un peu ces moments d'émotion. Alors oui, effectivement, le contexte est... On vous voit avec l'ambassadeur. Hein. Oui, ça valorise un parcours effectivement scientifique. J'ai reçu cette récompense en tant que scientifique et en tant qu'experte internationale qui a promu un peu, qui a agi au niveau international pour la lutte contre la cybercriminalité. Mais ça veut dire quoi concrètement, enfin, quand on le reçoit un tel prix alors... D'abord, c'est très déroutant. Souvenez-vous, c'est vous qui me l'avez appris, parce que moi, je ne savais même pas qu'on m'avait proposé pour cette médaille. Et, je vous ai félicité. Oui, et j'ai dit, mais de quoi vous me félicitez? Et bien sûr, de la Légion d'honneur, je n'étais pas au courant. Ça fait un choc, parce que ça fait plaisir, quoi. Ça veut dire aussi, c'est un encouragement à continuer. Ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une autre aventure. C'est-à-dire, oui, tous les efforts qu'on a faits sont récompensés, ont été rendus visibles, d'autres ont apprécié. Et ça veut dire que je ne me suis pas trompée de chemin et ce chemin, je peux continuer et peut-être à mieux le faire ou aller jusqu'au bout de la démarche. Donc c'est vraiment un encouragement. On dit souvent que ce prix, alors c'est chouette de le recevoir, c'est quelque chose qui fait du bien, ça montre quelque chose, en tout cas de manière personnelle. Mais est-ce que ça sert est-ce que ça sert à quelque chose dans un cursus? Est-ce que ça nous aide à avoir plus de respectabilité? Par exemple. Oui, une reconnaissance, un regard extérieur, et parce que souvent cette reconnaissance, on ne l'a jamais en interne. Et là, c'est une reconnaissance d'un pays étranger pour une action internationale. Oui, ça fait du bien, ça aide aussi, ça ouvre des portes. Et dans les présentations, ça situe. Après, on se retrouve avec des gens de même niveau, avec les mêmes types de récompenses. Ça situe aussi un parcours. Il faut au moins 25 ans d'activité pour recevoir ce prix. Donc ça veut dire aussi, ça assoit une certaine démarche dans la durée. Solange, vous êtes également experte en cybercriminalité, précurseur, parce qu'à une époque, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Alors dites-nous finalement, nous, citoyens, sommes-nous vraiment conscients des enjeux? Certains, certainement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dès lors qu'une technologie existe, elle est toujours détournée à des fins abusives, voire criminelles. Et toutes ces dérives liées à l'usage extensif des nouvelles technologies, bien quand on conçoit ces technologies, qu'on a un regard sur la société, qu'on n'est pas uniquement dans l'ingénierie, dans la techno, et qu'on se pose des questions de savoir quels sont les impacts positifs et négatifs, quelles sont les opportunités, quels sont les risques, on peut un petit peu anticiper et prévoir. Et après, il suffit d'observer le monde et la réalité. C'est quoi les dangers majeurs pour nous? Moi, je dirais au niveau de la société, il y a du crime économique. La plupart de la cybercriminalité, c'est pour un gain économique, une profitabilité. Alors, tout l'argent qui est volé, qui est détourné, ce n'est pas de l'argent qui va servir au développement économique et social de la région, du pays, ni de la personne. Donc, c'est un manque à gagner par rapport à une économie nationale qui est énorme.
qui donne aussi cet argent qui est volé par des instances criminelles, y compris de la criminalité organisée, de la grande criminalité, ça va servir à développer des activités criminelles. Et le coût de la justice est porté sur la société. Donc vous allez payer 2 fois, en tant que victime, puis en tant que contributeur au développement de la société, en développant les outils pour la justice, pour lutter contre. Mais alors on voit que c'est dans les news tous les jours dans le monde entier. Et puis à voir un tout petit peu comment les gens s'expriment. Les spécialistes essayent de rassurer un peu tout le monde. Mais moi j'ai l'impression, à force qu'on est un petit peu comme dans la vraie vie, où on a toujours un temps de retard. Et moi, très personnellement, qui suis dans les news aussi tous les jours, j'ai l'impression qu'en fait, on est complètement dépassé. Et que c'est que de la com, en fait, pour dire on le maîtrise dans chaque domaine, hein, les banques, aussi dans la vie privée, mais j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a personne qui maîtrise rien. Il y a trop de réactions et pas assez d'action. Les criminels ont vraiment 1, 2, 3 temps d'avance sur ceux qui essayent de... Oui, effectivement, je pense qu'on a pris un retard considérable dans la maîtrise des technologies, dans la compréhension du phénomène. Et de toute façon, c'est quand même assez dur de mesurer cette criminalité, parce qu'elle est très peu dénoncée, voire moins 20% des délits sont dénoncés. Et quand ils sont dénoncés, ils ne sont pas poursuivis. Donc ça n'incite pas à les dénoncer non plus. Ce qu'il faut voir, c'est que remonter, faire une enquête dans le cyberespace, retenir les preuves, pouvoir condamner les méchants qui sont à un bout du monde et puis la victime qui est dans un autre pays, c'est excessivement complexe. Même si on les dénonce, le système judiciaire n'est pas mais il n'y a pas les ressources, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les compétences, il n'y a pas l'organisation. Et là, on est en train de prendre conscience de l'ampleur du phénomène et de ce coût. Mais le délai pour voter les lois, pour mettre en place les outils, les organisations et obtenir les compétences, c'est 20 ans. Hein. On a parlé d'organisation criminelle, mais il y a aussi l'ingérence étatique. Alors de qui doit-on avoir le plus peur? Est-ce que finalement le fait que nos données soient complètement sous contrôle, et pas forcément que des États, de super-États? Alors c'est une question très, très compliquée et très pertinente parce que effectivement pour produire de la sécurité il faut surveiller. Donc après il faut trouver le bon curseur, jusqu'où il faut aller dans la surveillance pour plus de sécurité. Je crois qu'il faut aussi se reposer des questions fondamentales sur nos pratiques du numérique et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire dans les pratiques numériques, c'est toutes les traces qui sont laissées, qui sont collectées, soit qui sont données du plein gré de l'individu ou collectées à son insu, sont de toute façon dans les mains d'entités commerciales, des privés. C'est pas la police, c'est pas la justice qui ça. C'est éventuellement les agences de renseignement et c'est les instances privées. Et en l'occurrence, les forces de police ont très peu accès à ces informations. Mais en fait, c'est ça, j'ai l'impression que le serpent se mord la queue parce que plus la société est fébrile et plus on a envie de la contrôler. Et plus on la contrôle et plus ça montre aux gens qui voudraient pouvoir mettre leur nez dedans, plus ils voient en fait qu'on est mal organisé. Donc en fait, c'est quoi qu'il faudrait faire pour que tout s'arrange un tout petit peu? La solution pour nous sauver de la force obscure. Non, la solution, c'est déjà prendre conscience de toutes ces dépendances que vous décrivez, ces interdépendances, et d'avoir cette approche systémique et globale de la problématique. C'est pas qu'un problème de technologie, c'est pas qu'un problème juridique, c'est pas un problème uniquement de justice et de police. C'est vraiment un problème d'acteurs économiques et d'acteurs qui a la puissance dans le web. C'est ceux qui maîtrisent les technologies. Il n'y en a pas 36 000. C'est soit ceux qui les produisent, qui les mettent en œuvre, qui les gèrent, qui les contrôlent techniquement, qui offrent les services, soit les hackers, les pirates, qui ont pris le contrôle par eux-mêmes. Et là, on se retrouve confronté à un état de société, une instabilité vraiment incroyable, parce que le contre-pouvoir à la puissance de ces GAFA, notamment, de ces groupes qui produisent des services, qui contraignent aussi les utilisateurs à utiliser ces services, parce que bientôt, on ne va plus pouvoir s'en passer. Survivre sans le numérique, c'est presque une utopie. Et le contre-pouvoir, comme ce n'est pas un espace ni régulé ni contrôlé par des États démocratiques, c'est entre guillemets les méchants. Les méchants qui, peut-être par motivation, par idéologie, peuvent être complètement des justiciers. Alors aujourd'hui, on ne peut plus survivre sans, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé avec des données sensibles un peu trop tôt, sans savoir comment les gérer? Je crois qu'on s'est précipité parce qu'il y a quelque chose de ludique, de nouveau, d'intéressant, et je crois qu'il y a eu une grande approche, une incitation marketing aussi liée à ça, et puis ça correspond malgré tout, je pense, à un mal-être des individus, parce que la vie que nous menons tous, elle n'est pas si facile que ça, et il y a des grandes souffrances qui trouvent des palliatifs aussi, ou des intérêts dans cette communication extensive et dans cette relation aussi extensive. Je crois qu'on est en train de changer la façon dont on vit d'une façon irréversible. Mais alors heureusement, on a encore des choses sur Terre qui nous font justement retomber sur Terre.
C'est le comptoir suisse, par exemple, parce que vous êtes allé au comptoir? Non, pas encore. Mais moi, pour être sur Terre, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces technologies fonctionnent avec beaucoup d'énergie. Et le gros souci que j'ai, pour moi, le risque principal, c'est un risque énergétique et un risque écologique. Ce n'est pas tant le risque sécuritaire de l'ultra-sécurité ou non. C'est des problèmes qui sont moins palpables et moins visibles. C'est l'abolissement des frontières, c'est l'abolissement du pouvoir de l'État, y compris démocratique. Moi, ce qui me fait vraiment peur en ce moment, c'est la perte de l'identité, de contrôle de l'identité. L'identité numérique, ce n'est pas la Confédération qui la gère, hein, c'est des organismes privés. Et toute cette identité, tout ce contrôle d'accès qui est géré uniquement par des entités commerciales, ça me fait vraiment peur. Et le contre-pouvoir, c'est les hackers qui l'ont, quoi. Et je vous assure que les vaches du comptoir suisse n'en ont rien à faire. Heureusement, elles sont très bien comme ça, sans Facebook et sans connexion. Oui, mais elles sont Internet. pucées. Vous avez votre zizi sur l'épaule, si jamais. Juste vous prévenir, si vous le recherchez, il est là. Hein. Vous tirez une carte, je vous fais un tour de magie. Vous prenez celle-là? Ok. Alors je mélange. Bonjour madame. Je pourrais déguster un petit verre? Oui, qu'est-ce que vous aimeriez du blanc? C'était celle-là? Non. Celle-là? Non, je déconne, hein, je m'y connais pas du tout. Celle de carreau? Non, toujours pas. C'est quoi cette merde? Bonjour. C'est bien ça. Calmez-vous, c'est une caméra cachée. Ouais, ben ça marche quand même pas. Simone, quelles sont les mesures que la Suisse va prendre contre la cybercriminalité? Ouh, je suis pas à l'aise. Pas une bonne idée ça, on arrête. Solange, c'est quand même rassurant de voir qu'il y a encore des structures qui fonctionnent sans Internet, qui arrivent à survivre, on en causait avant. Le comptoir suisse, comme plein d'autres choses, peut encore survivre sans être ouvert complètement sur Internet. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas beaucoup de technologies derrière pour organiser, pour gérer, pour des badges, pour des choses comme ça, hein. Il y a quand même beaucoup de technologies cachées dans toutes ces organisations. Oui. Est-ce que vous avez le temps de regarder les news avec votre activité? Vous avez le temps de vous plonger un tout petit peu dans ce qui se passe dans le monde? C'est mon activité principale, Ouais. c'est observer le monde pour essayer de le comprendre. Alors on va essayer de voir si vous étiez à jour aujourd'hui. On a rendez-vous avec le matin, c'est le duplex. Bonjour Laurent, vous nous entendez, vous nous voyez? Ah bah non, vous ne nous voyez pas, mais vous, on vous voit. Pas, mais je vous entends. Je vous rassure, on est très beaux tous sur le plateau. Absolument. Bonne soirée à vous. Alors, l'étude qui a retenu notre attention aujourd'hui, elle émane de l'Université des sciences appliquées de Zurich, qui révèle aujourd'hui qu'il y a peu d'adolescents parmi les djihadistes suisses. Sur 66 cas recensés dans notre pays, seuls 16 ont moins de 25 ans, a souligné la responsable et l'initiatrice de cette étude. Une étude qui, par ailleurs, révèle que seules 3 femmes, dont une mineure, sont parties faire le djihad, ce qui représente un taux de moins de 4%, qui est beaucoup plus faible que dans d'autres pays européens, où il atteint jusqu'à 10%. Donc les ados sont des feignasses et les femmes sont des froussardes. C'est ça qu'on doit... Non? Mais en même temps, comment on peut étudier ça? Les ados suisses sont moins voyageurs, en tout cas. Mais peut-être la grande leçon, c'est de comprendre que les gens qui y vont, c'est délibéré. C'est pas, ils ont eu le temps de réfléchir, ils sont matures. Hein. Et peut-être que les femmes sont moins vindicatives et sont moins dans la violence physique et plus... Délibéré, pas forcément, parce qu'on va les chercher quand même. Hein. On les drague sur les réseaux et puis finalement ça devient une volonté, mais est-ce que c'est vraiment une volonté? Mais surtout les chiffres, sur quoi se base-t-on? Est-ce que c'est des enquêtes qui ont été ouvertes? Enfin, comment est-ce qu'on arrive à déterminer? Oui, peut-être, mais je ne suis pas sûre que le chiffre soit tellement important. Ce qu'il faut voir, c'est comme vous le soulignez, c'est que les réseaux sociaux, l'Internet, c'est vraiment l'outil préféré des terroristes pour recruter. Et on voit dans cette manipulation d'informations, et c'est peut-être le plus grand danger de l'Internet, ce n'est pas le vol de l'information ni la destruction, c'est de la fausse information. Et
de la manipulation, c'est de la guerre psychologique et ça c'est vraiment très dangereux parce qu'on ne peut pas le mesurer. Et c'est vrai aussi même dans toutes les actions commerciales, c'est à l'utilisateur de prendre sa décision, son libre arbitre, de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, si ça lui convient ou pas. Et en revanche, on n'arrive pas peut-être à construire suffisamment cet esprit critique sur toutes les personnes. C'est vu à la télé, c'est vu sur Internet, donc c'est vrai. Et là, je crois qu'il faut qu'on réapprenne d'autres moyens de contrôler l'information. Laurent, rapidement, comment on fait pour arriver à des chiffres pareils? Comment ils font? Alors, c'est une vaste étude, qui a été menée donc, par l'Université des sciences appliquées de Zurich à l'échelon national. C'est donc vraiment un travail de fourmi qui a été fourni là par toute cette équipe. Le chiffre est en tout cas à retenir. Il n'y a que peu d'adolescents parmi les djihadistes suisses, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parmi la foule de mauvaises nouvelles, hélas, auxquelles nous avons droit chaque jour. Merci Laurent. Merci Laurent. Bonne soirée. Bonne soirée, à demain. Et puis aujourd'hui, il y a au moins une femme qui s'est montrée un tout petit peu présente, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que je vous donne quelques petits indices? En tout cas, c'est notre Kikwa. You know, my biggest challenge this season was print, and I always like to challenge myself. C'est nul. Hein. Victoria Beckham, la femme du footballeur. Moi, je vous l'avais dit, hein, ça. Moi, je suis pas très people. Elle travaille dans la mode, elle a ses propres collections. Donc elle fait régulièrement aussi l'actu avec ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec elle? On est en colère contre elle. À votre avis, c'est quoi? Elle a utilisé de la fourrure. C'est les Fashion Week. Alors elle a présenté sa nouvelle collection, ouais. C'est pas la fourrure. C'est pas bio, c'est pas végétal. C'est des collections importables. Un autre indice? C'est pour les anorexiques. Challenging for me, but I'm really excited about wearing it. It feels really fresh, you know, it's liberating, and this season it's a lot about attitude. Alors, elles sont pas très grosses, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. C'est une incitation. Comme elle. Comme elle, voilà. Et puis en fait, cette femme-là avait promis il y a 2-3 ans qu'elle ne ferait plus la même erreur de prendre des trop maigres. Et là, elle présente sa collection, sa nouvelle collection, et elle fait la même chose. Du coup, elle est sous les violences verbales de toutes les associations de protection de jeunes filles aussi, dans le monde entier. Ça vous parle, ça, à vous? Bah oui, c'est un vrai fléau de société. Enfin, cette image de maigreur et cette injonction à ressembler à ça. Mais personne ne ressemble à un sac d'os comme ça, à moins d'être malade, quoi. Mais en même temps, quand on regarde Solange, les jeunes filles aujourd'hui, c'est pas forcément la tendance d'avoir des anorexiques. Où ça, tu dis? Dans la rue. Alors ça dépend ce que tu aimes. Non, mais de ce que je vois, c'est que c'est plutôt le phénomène inverse. On voit plutôt des jeunes filles qui souffrent plus de problèmes de surpoids. Oui, mais justement, on leur montre des images de femmes ou de jeunes femmes hyper minces. Elles peuvent être d'autant plus mal qu'elles ne correspondent pas à cette image idéalisée. Ou alors c'est trop de pression et puis tout d'un coup, elles n'arrivent pas à gérer. Est-ce qu'on avait ce problème-là, en fait, il y a 30 ans? Est-ce que les ados, il y a 30 ans, avaient ce problème-là aussi? L'anorexie a toujours existé, mais comme tous les problèmes ont toujours existé. Mais en lien avec la mode, en lien avec les femmes, les stars. Quand j'étais jeune, en tout cas, on en parlait. Oui, mais je crois que le problème, c'est la caisse de résonance de l'Internet et cette visibilité, le poids qu'on donne. Et c'est vrai, cette capacité de se retrouver entre soi, enfin entre anorexiques pour promouvoir cette idéologie-là, c'est un peu l'idéologie, c'est du terrorisme aussi. Et c'est cette concentration et ce pouvoir donné à chacun de pouvoir se mobiliser autour de cette cause qui, a priori, est quand même pas très bonne pour la santé. Solange, je vous propose, et là, nous on a assez posé de questions, je crois. Il y a quelqu'un qui en a une pour vous. Ok. Bonsoir Solange. Ma question est une question d'avocat. Est-ce que vous diriez que les progrès technologiques donnent de l'avance plutôt aux voleurs ou aux policiers? On en parlait avant. Hein. Voilà, mais je répondrai en 2 temps. Effectivement, ça donne une avance aux voleurs. Ce sont les premiers à avoir accaparé ou à avoir compris comment détourner pour s'enrichir, gagner du pouvoir, être malveillants ou être plus performants dans leur activité criminelle. Et d'un autre côté, les forces de justice et de police peuvent aussi compter sur de nouveaux outils pour traquer ces criminels. Et ça rajoute peut-être de la complexité dans le métier. Ça change la façon de faire son métier de policier. Et c'est vrai que ça peut être utilisé à bon escient pour optimiser l'action policière. Mais le décalage existe dans la mesure où il a fallu voter des budgets, acheter, former, organiser, et ça change vraiment la donne. La formation aujourd'hui, lorsqu'on sort de vos cours, nécessite encore, parce qu'ils sont en master, que vous enseignez. Oui, tout à fait. Donc un master en droit, criminalité et sécurité de l'information, où on enseigne toutes ces techniques qui permettent
détourner les technologies, puis aussi pour produire de la sécurité, y compris pour lutter contre la cybercriminalité. Il faut de la pratique. Mais c'est un métier de policier. On a besoin de policiers, on a besoin de techniciens, de gens techniques de ce domaine et des experts de ce domaine, mais on a besoin de cette double compétence. Un bon technicien ne sera pas forcément un bon policier, et inversement, un bon policier n'a pas forcément d'emblée ou d'une façon innée les compétences informatiques nécessaires. Solange, merci de nous avoir accordé 26 minutes de votre temps. Merci à vous. C'est passionnant. Merci beaucoup. Et juste avant de repartir, je vous laisse retourner au siège portrait et c'est à vous de poser la question à notre invité de demain qui est, Leïla, on a qui demain? Alors, Rebecca Ruiz. Rebecca Ruiz, merci beaucoup. Merci à vous aussi et puis on espère que vous serez là aussi demain. Ciao. Au revoir. Tu n'avais pas ta reprise? En fait, quel conseil donneriez-vous à des jeunes femmes qui souhaiteraient suivre votre voie et puis être aussi brillantes que vous dans votre domaine? Et peut-être une autre question, qu'est-ce qui vous motive tous les matins?